Je vous avais promis qu'on allait parler du sujet. Nous allons revenir sur le BDS, sur le résultat des frappes du 1er octobre dernier. Frappes réalisées avec des missiles balistiques partis depuis l'Iran qui ont tapé Israël. Nous allons donc principalement nous intéresser à la base de Nevatim, où il y a à minima 33 impacts qui ont été détectés par des images satellites. Et ensuite, nous allons en sortir 7 points d'intérêt, de débriefing, si vous voulez, à partir de ça. Allez, jingle. Alors comme vous savez, chez Débrief, on prend les méthodes de l'aviation, militaire ou civile, et on les adapte à votre industrie, et votre événement sert de support pour qu'on explique tout ça à vos collaborateurs. Donc on fait ça sur des formats avec beaucoup de personnes, des grands groupes ou des groupes plus restreints en mode formation professionnelle, mais toujours avec nos fidèles alliés, les simulateurs de vol. Et pour s'assurer que les avions sont bien chauds avant que vous preniez les commandes, en plus, on vous échauffe les moteurs. Allez, à très vite dans votre événement et fly safe. Rappelez-vous, en avril dernier, il s'agissait d'une frappe mixte avec missile balistique. Ça sort et ça redescend très vite, donc c'est forcément hypersonique, puisque quand ça redescend, ça accélère. Énergie potentielle de pesanteur qui est accélérée avec de l'énergie cinétique. Et en plus, les têtes peuvent disposer de moteurs. Vous aviez également du missile de croisière, basse altitude, Mach 0,8, interceptable par un chasseur. Vous aviez également des drones, basse altitude, très lente vitesse, interceptable également par des chasseurs si besoin. Mais je le répète, missile balistique, très compliqué à intercepter pour un chasseur. Et ce n'est pas le dôme de fer qui va arrêter le balistique, on a fait une vidéo sur le sujet, c'est plutôt par exemple du missile de type Arrow ou les SM, standard missiles américains comme le SM-3, SM-6. Les tirs ont été observés depuis Tabriz, depuis Shiraz, vous voyez c'est en Iran, les sites, certains radars, la base de Nevatim, on va revenir dessus, la base de Tel Nof, on en a parlé, le QG du Mossad, du côté de Glip, avec seulement très peu d'impact par contre, on va en parler. Planet Lab nous a fourni des images à partir du 2 octobre. Alors il y a quelques nuages par-ci par-là. Et pour mémoire, en avril, la base de Nevatim, il y avait eu 5 impacts. On en avait parlé sur YouTube, mais c'est une vidéo qui a été interdite, retirée par YouTube après quelques semaines. Donc ce qu'il faut comprendre quand vous faites du ciblage, vous allez chercher ce qu'on appelle des DMPI, DMPI, Desired Mean Point of Impact. En fait, c'est où est-ce que vous voulez que votre missile tape, que ce soit un missile balistique, un missile de croisière ou un drone. Ce que l'on vise, si vous voulez, pour faire simple. Ce que l'on vise, c'est donc décidé par les spécialistes du ciblage, car vous allez taper certains bâtiments, certaines structures pour atteindre un effet militaire ou politique en ce moment. Et à l'heure actuelle, on peut dire ce qu'on veut, nous ne savons pas ce qui a été décidé par les Iraniens. On voit le résultat, mais on ne sait pas ce qu'ils visaient, et donc on ne peut pas vous dire il y a un écart de temps entre ce qu'ils visaient et ce qu'ils ont tapé. Ça, il n'y a que eux qui peuvent le dire. Par contre, on peut aller au résultat et en tirer certaines leçons. Comme vous pouvez voir, le tarmac, les taxiways ont été touchés, d'ailleurs rapidement réparés. Vous avez également un hangar qui a été touché, pas mal de débris. On ne sait pas ce qui était à l'intérieur de ce hangar. Vous avez quelques bâtiments par-ci, par-là qui ont également été touchés. Et là, vous avez les images des hangars des F-35. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez qu'il y a 2 impacts. Ils sont pas très loin des hangars, c'est pas passé loin, mais ils n'ont pas touché. Par contre, regardez là, vous avez un trou d'impact. Et pour venir corroborer le fait que c'est bien un impact, regardez au niveau des portes des hangars sur ces images, vous voyez que les portes des hangars sont ouvertes, sauf pour celui qui a ce trou d'impact. Maintenant, impossible de savoir ce qui se passait à l'intérieur. Est-ce que la charge militaire n'a pas explosé? Est-ce qu'il n'y avait pas de charge militaire? Est-ce que les bâtiments sont construits exprès pour résister à une charge militaire de quelques centaines de kilos? On ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est que sur ce bâtiment, les portes, après la frappe, sont restées fermées et qu'il y a un trou d'entrée. Alors, avant d'aller sur les leçons, je pense qu'il serait intéressant de revenir sur la loi de Lanchester. C'est une loi qui nous vient de Frédéric Lanchester, c'est un Britannique, un grand ingénieur britannique, et il nous dit que la puissance de combat d'une force est le carré du nombre, et que l'avantage sera à la force, qui est le plus grande, au carré. Pour faire très simple, imaginez, vous avez une force
qui a 2 unités. L'adversaire a 3 unités. Avec 3 au carré moins 2 au carré, ça fait 5. Et donc, celui qui a 3 unités, normalement, il va faire 5 fois plus de dégâts à son adversaire grâce à la loi des carrés. Alors, en quoi est-ce que ça nous intéresse aujourd'hui? Tout simplement, on en revient à cette logique de concentration des forces et des effets. Et ce n'est pas nouveau. Regardez la Première Guerre mondiale. Les unités de combat allemandes, plutôt que de s'éparpiller tout le long du front, eh bien, ils prenaient tous leurs chasseurs et ils attaquaient sur un lieu précis afin d'avoir la supériorité locale, la suprématie à un endroit donné. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a des concepts comme le Big Wing, ou on appelle ça également les balbos, du nom de Italio Barbo, un espagnol, un italien. C'est vous concentrer la masse, vous concentrer vos avions, et ils se sont rendus compte qu'en concentrant les avions, en attaquant avec plus d'aéronefs, vous aviez moins de pertes. Pour faire simple, dans l'armée, vous avez tout avantage à attaquer avec toute votre force à un lieu donné, ça vous le rend au carré. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que les 180 à 200 missiles ont été envoyés sur à minima 4 ou 5 zones différentes. Et malgré cela, vous avez 33 impacts visibles à Nevatim. Si j'étais spécialiste du débriefing chez les Israéliens, je me poserais la question, que fait-on si la prochaine frappe, c'est 200 missiles sur Nevatim? Et pour mémoire, il est estimé que les Iraniens ont environ 3000 missiles en stock. Ou que fait-on si la prochaine frappe, c'est 200 missiles vers le QG du Mossad? Alors allons tout de suite vers les 7 leçons. Première leçon, et désolé pour les propagandistes, on a entendu dire dans les médias que les missiles qui étaient passés n'avaient pas été targetés car les systèmes de défense israéliennes ont capacité à voir ce qui tombe dans le désert et ce qui ne tombe pas dans le désert. C'est vrai pour le dôme de fer. Vous l'avez vu pour Nevatim, on peut clairement dire que les systèmes de défense de la base ont été saturés car vous ne laissez pas impacter un missile à quelques mètres ou carrément sur un hangar de F-35. C'est pas possible. Numéro 2, tous les avions étaient en l'air. Alors, on en a parlé, il y a effectivement beaucoup de tankers en l'air. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est la réalité de la maintenance des aéronefs. Prenez le F-35, monomoteur. Si vous avez un F-35 en grande visite, il est démonté à 90%, avec un préavis de 2 heures, même 3 heures, ou 12 minutes, vous n'allez pas pouvoir faire décoller. Donc à partir de là, les chiffres qui circulent en source ouverte sont que généralement vous avez 50% à 60% d'un parc qui est disponible. Donc s'il y a besoin, encore faut-il que les avions soient prêts, mais pour les Israéliens je ne suis pas trop inquiet, vous allez pouvoir faire partir, il faut des pilotes sur base, 60% de votre flotte. Très bien. Par contre, il reste toujours des avions en grande visite, trop démontés pour pouvoir décoller. Donc même si vous avez mis votre flotte à l'abri, eh bien vous allez quand même pouvoir perdre certains avions si il y a une frappe avec 200 ou 300 missiles sur la base, ce qui n'était pas le cas le 1er octobre. Et si vous ne me croyez pas, un exemple très simple, les ouragans. Quand vous avez des grosses tempêtes ou des ouragans, des cyclones qui arrivent par exemple aux États-Unis, il y a évacuation des bases, mais tous les aéronefs ne peuvent pas évacuer. Ceux qui sont trop en grande visite, qui sont trop en mauvais état, ils vont rester sur place et c'est pour ça que régulièrement vous entendez parler qu'il y a des pertes lors de grands phénomènes climatiques au niveau des forces armées. Ça arrive de temps en temps, ils n'ont pas pu évacuer car ils n'étaient pas aptes à décoller. Avec des avions très modernes, c'est encore plus compliqué. Essayez de décoller avec un système, par exemple, de navigation inertielle qui ne fonctionne pas sur F-35, ça va pas être simple. En super étendard, c'est possible, c'est déjà fait. Donc plus votre avion est avancé, moins vous pouvez décoller à l'arrache, si je puis dire, pour le sauver. C'est contre-intuitif, mais c'est ça la haute technologie. Numéro 3, c'est le fait que les défenses sont saturables, mais à géométrie variable. Nous ne savons pas combien de missiles ont foncé vers le QG du Mossad, qui a vu quand même très peu d'impact. Si c'était 5, 6 missiles, ok. Si c'était 50 missiles et qu'il n'y en a qu'un ou deux qui a tapé à côté, ça veut donc dire qu'il y a une géométrie variable sur la capacité des Israéliens à défendre différents sites. Et je pense, personnellement, que c'est la raison pour laquelle les Iraniens ont visé autant de cibles différentes d'un point de vue géographique, afin de se faire une idée des capacités de défense des Israéliens. Ils ont déjà eu un retour d'expérience en avril, et là, je pense qu'ils ont une bonne idée de ce qu'ils peuvent faire et des capacités de défense, d'interception des Israéliens fonction des zones. Le numéro 4 est directement lié. Oui, les Iraniens ont débriefé
par rapport à avril dernier, où ils auraient plutôt tiré en plus des missiles EMAD à carburant liquide. Là, on était plutôt sur du missile plus moderne, à carburant solide de quelques années. Et il est donc intéressant de voir que l'efficacité quand même militaire, le nombre d'impacts sur les cibles a énormément augmenté. Je vous ai dit sur Nevatim, c'est passé de 5 à 33, même si on ne sait pas combien précisément visait cette cible. Numéro 6, ils ont quand même visé les Iraniens des zones à faible densité de population. Donc là, c'était, je pense, volontaire. C'est une information, je pense, qu'il faut quand même prendre en compte. Il n'y avait pas volonté à tuer le plus possible. Numéro 6, gros rappel pour toutes les armées occidentales. On en a parlé dans Au-delà de l'Ukraine. Nous avons des bases qui sont vulnérables face à des attaques saturantes. Et vous allez me dire, c'est exactement comme dans Batman. Que faites-vous de l'escalade? De l'escalade? Quand on aura des semi-automatiques, ils se paieront des automatiques. Quand on portera du Kevlar, ils se paieront des balles perforantes. Alors, vous portez un masque. Il y a dans l'armée toujours cette fuite en avant. Vous avez un système de défense, on vous sature et ainsi de suite. Mais les adversaires, si je puis dire, des démocraties actuellement, ont développé une capacité à faire des attaques saturantes qui n'était pas possible il y a encore quelques années. Regardez quand Saddam Hussein attaquait Israël il y a 30 ans, c'était avec quelques dizaines de missiles. Là maintenant, on est sur des salves de 200 tous les trimestres. Le monde dans lequel nous évoluons a changé. Si demain il y a 50 ou 100 missiles balistiques qui viennent taper la France, clairement nous ne saurons pas les intercepter. Et c'est pour ça que le ministère des Armées a commandé de nouveaux systèmes de défense. Mais nos doctrines sont encore très loin de ce qui se passe en Israël. Alors, n'ayez pas peur, hein, les dangers ne sont pas les mêmes. Numéro 7, la précision des armes balistiques iraniennes. Comme je vous l'ai dit en introduction, nous ne savons pas exactement ce qu'ils visaient. Néanmoins, il y a eu volonté de taper un bâtiment de F-35. À côté, ça tape à côté. Donc, je pense que l'on peut s'avancer sur le fait qu'ils ont une précision à quelques centaines de mètres. On parle de CEP dans le langage technique. En gros, c'est la distance moyenne à laquelle vous allez tomber de votre cible. Ça va être quelques mètres avec des bombes guidées GPS, quelques mètres avec de l'électro-optique. Vous avez mis une image satellite en amont dans le système de votre bombe et elle ouvre à son petit œil et vient comparer pour se guider. Là, il semblerait qu'après avoir volé 1500 km, 2000 km, nous soyons sur des missiles balistiques qui, encore une fois, montent dans l'espace, redescendent hypersoniques, arrivent à taper à quelques centaines de mètres. Ce qui ne va pas vous permettre de faire de la frappe chirurgicale, ce qui vous oblige à faire de la frappe saturante, ce qui vous oblige à utiliser de très gros volumes. Et donc, je pense qu'ils vont vite le comprendre, si vous voulez un effet militaire efficace, il va falloir concentrer les attaques sur un seul objectif. Maintenant, je pense qu'ils l'ont compris il y a déjà quelques mois, puisque avec 3000 missiles, je vous laisse imaginer le champ des possibles. Alors, si vous êtes israélien, est-ce qu'il faut avoir peur? Comme je le disais dans les autres vidéos, l'Iran a clairement prouvé qu'elle sait taper le territoire israélien et qu'elle sait saturer ses plus grandes bases de chasse. L'Iran a également prouvé, Israël a également prouvé qu'ils ont une excellente capacité à intercepter, mais qu'ils peuvent néanmoins se faire saturer. Alors que les tensions sont très fortes, le nombre de victimes est resté très bas au vu des volumes engagés, et tout laisse à penser que c'est avec une volonté de ne pas escalader outre mesure. Au moment où je tournais cette vidéo, en ce dimanche soir, les Américains sont en train de réfléchir aux différentes options avec les Israéliens. Ce qui est sûr, c'est que les Israéliens ont conscience de leurs limites et que s'ils se montrent un peu trop agressifs vis-à-vis de l'Iran, les conséquences en retour pourraient être assez fortes. Et ce n'est pas pour rien que les Américains ont la Navy sur zone, ont renforcé un dispositif sur zone afin de peser dans la balance et limiter autant que possible l'escalade. Au final, en tant que Français, ces débriefings devraient nous amener à prendre du recul sur nos propres capacités de défense, sur le fait qu'une puissance nucléaire comme Israël peut se voir affliger de lourdes pertes. Et si demain 200 missiles tombent sur Tel Aviv, la vraie question à se poser, c'est est-ce que cela nécessiterait ou autoriserait une réponse nucléaire de la part d'Israël contre les Iraniens? Ça fera un bon sujet pour l'écrit de l'école de guerre. Allez, vous avez 3 heures ou faites un peu plus court dans les commentaires. Et je vous rassure tout de suite, le métier de militaire
amène ces officiers à devoir réfléchir à des situations. Cela ne veut pas dire que cela va arriver. Cela veut dire que vous devez en permanence vous préparer à une multitude de scénarios afin de mieux réagir si vous devez prendre des décisions à chaud. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne et d'ici là, fly safe.